13h30 et on a l'habitude chez OCF d'être à l'heure parce qu'on sait que vous avez tous des plannings chargés en cette période. Bienvenue au Café Fiscal ECF. On est très content de vous retrouver et de l'engouement pour cet événement. Donc, c'est super, on est très content. Aujourd'hui, donc, on fait le point déclaration hier et IFI, 45 minutes pour faire le point. Donc, on vous laisse à 14h15 et on va tenir à peu près les délais. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir comme animateur pour ce webinaire Emmanuel Lejeune, qui est expert comptable en Bourgogne-Franche-Comté et qui est vice-président d'ECF. On est aussi en présence de Frédéric Giron, qui est expert comptable en PACA et qui est élu au CNO. Donc, l'idée, merci à tous les deux de vous être rendus disponibles et d'avoir préparé cette intervention. Le nombre de participants ne fait que de grimper, mais certains prendront le wagon en route pour qu'on tienne les délais. Je vous le disais, pour ceux qui n'ont pas encore entendu, vous pouvez mettre vos questions dans la barre de discussion. Si on n'a pas le temps de traiter les questions, je vous ai mis mon adresse mail, donc n'hésitez pas à m'écrire à l'issue de ce webinaire. Et aussi, le webinaire est enregistré. Donc, il y aura un replay sur nos réseaux sociaux et sur la newsletter ECF Connect que vous recevez tous le vendredi dans la journée. Donc, je vais vous laisser la parole. Il est 31, on est pile à l'heure. Emmanuel, je te laisse la parole et c'est parti pour 3 quarts d'heure de Café Fiscal. Merci à tous. Parfait. Merci Mélanie pour cette belle présentation. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à ce nouvel exemplaire du Café Fiscal où, vous vous en doutez bien, en 45 minutes, nous n'allons pas répondre à toutes les questions les plus pointues sur la déclaration de revenus, quand bien même on essaye de faire preuve d'esprit de synthèse et bien évidemment de beaucoup de talent, hein. N'ayons pas peur de le dire. Allez, blague à part, on va pouvoir effectivement commencer. Donc, en fait, au niveau de l'impôt sur le revenu, c'est moi qui vais le traiter et Frédéric traitera la partie IFI. Et donc, l'impôt sur le revenu, la présentation, je l'ai axée sur les points, les nouveautés, puisqu'il est hors de question de faire un cours magistral de déclaration sur le revenu que vous maîtrisez aussi bien que nous. On n'a absolument pas la prétention, effectivement, d'être les stars de la matière. On va commencer par un petit rappel, vous l'avez peut-être pas vu passer, le délai spécifique pour les experts comptables. Pourquoi? Parce que vous savez régulièrement que nous, en tant qu'experts comptables, on a des délais particuliers. Je vais pas revenir 3 ans en arrière avec le Covid, où on avait pu télétransmettre jusqu'à fin juin de tête. Et il y a une communication donc du CNO. D'une part, dans le SIC du mois d'avril, on a remis la référence très précise, c'est sur la partie en haut à droite de la page, si vous ouvrez votre SIC, ou également on avait reçu un mail d'Infodoc Expert le 15 mars, et qu'est-ce qu'il est indiqué? Il est indiqué que dans le cadre des procédures EDI, j'ai bien dit EDI, avec un D comme Daniel, le délai limite, il est fixé au 8 juin, quelle que soit la domiciliation du client. Alors, je ne vous fais pas un dessin, je ne le connais pas par cœur. Il y a 3 zones avec des dates différentes qui se décalent de semaine en semaine. Et donc, le 8 juin, c'est la date limite pour la dernière zone. Nous, en tant qu'experts comptables, si on fait un dossier, quelqu'un est dans la première zone, alors je ne vais pas prendre de risque, qui est dans le département de l'Ain, donc là, je suis sûr d'être dans la première zone, qui avait une date courant mai, la date limite, lorsqu'on utilise la procédure EDI, et je vais y revenir, est le 8 juin. Et donc, si on est dans un département, on va prendre les 95, un des derniers numéros de la France métropolitaine, pour pas dire le dernier, on avait une date qui expirait le 8 juin, on aura cette date-là. Donc, je réappuie une nouvelle fois sur EDI. L'EDI, qu'est-ce que c'est? C'est j'utilise un logiciel logiciel d'impôt sur le revenu. Alors, je ne vais pas citer de nom, il y en a quelques-uns sur le marché, et je vais télétransmettre très souvent via jedéclare.com et ça va être réceptionné sur les serveurs de l'administration. L'EDI n'a rien à voir avec l'EFI. Échange de fichiers informatisés EFI, EDI, échange de données informatisées. Donc, l'EFI, c'est quoi? Je prends
les codes du client que le client m'a gentiment transmis, ou alors je passe par l'espace cabinet, si c'est possible d'intégrer des espaces perso sur l'espace cabinet, je ne sais pas, puisque depuis que j'exerce, j'ai jamais utilisé impôts.gouv de ma vie, sauf à titre personnel. Donc l'EFI, vous allez sur le site des impôts et puis vous ressaisissez. Donc à ce jour, par rapport à la communication qui a été faite, moi ce que je comprends, c'est uniquement en cas de télétransmission EDI qu'on a le délai jusqu'au 8 juin. Si je vais sur impôts.gouv, c'est les délais normaux qui s'appliquent. Alors sauf si d'ici là, on a une nouvelle communication qui nous indique, parce qu'on est expert comptable, quelle que soit la filière utilisée, EDI ou FI, on a jusqu'au 8 juin. Et sur le deuxième paragraphe, il est indiqué, parce que ça peut arriver que pour certains clients, on ne puisse pas faire de l'EDI parce que c'est des primo-déclarants, enfin pour X raisons. Donc, on a la possibilité de déposer effectivement papier en cochant la case qui va bien, en mettant un tampon. Enfin, voilà, c'est strictement ce qui est écrit dans le SIC et ce qui est écrit sur Infodoc Expert. Alors, pour vous aider dans vos procédures EDI, parce que j'entends déjà, vous allez me dire, bah oui, moi j'aime bien le FI parce que tout apparaît sur impôts.gouv et puis j'ai pas besoin de faire de ressaisie. Donc, dans les logiciels qui peuvent exister, on a la possibilité d'intégrer un fichier, je vais le faire en français, JSON. Donc, si tu peux appuyer sur le petit bouton, Frédéric, pour passer à la deuxième page, s'il te plaît. C'est fait. Ah, ça s'affiche pas chez moi. Bon, c'est pas grave. Bon, ça arrivera, mais je suis à la campagne. Alors, le temps que ça arrive, donc c'est pas grave. J'ai le fichier, ce qui est censé s'afficher chez vous. Ce qu'il faut, c'est au moins être sûr. Est-ce que Mélanie peut nous confirmer que Ouais. par contre le. Non, moi je suis toujours sur le délai spécifique expert comptable. Ah. Donc c'est qu'il y a un problème d'affichage. Reprendre le montage. Hop. Je vais le refaire. Voilà. Alors, voilà, c'est bon. Voilà. Donc en même temps, donc on me pose la question pour les non-résidents. Du coup, ben moi j'aurais tendance à dire oui. En EDI, on a jusqu'au 8 juin. De toute façon, j'ai des clients non-résidents, non résidents, mais qui ont des biens immobiliers en France pour lesquels donc on fait une 2042, et donc on est bien sur cette date du 8 juin. Je réponds comme ça en live, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que vous êtes abonnés tous à plein de documentation et que si jamais je me suis trompé, vous ne m'en voudrez pas et que je ne passerai pas sur le bûcher. Il y a une autre question concernant les biens immobiliers. Alors, les biens immobiliers, l'histoire de l'obligation d'ici au 30 juin, ça n'a rien à voir avec la déclaration de revenus, donc on ne va pas la traiter aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller sur le site impôts.gouv pour faire cette déclaration, et ça concerne les biens alors immobiliers qui sont des biens d'habitation et pas des biens professionnels. Je referme la parenthèse et je reviens au fichier JSON parce que je vais être assez rapide puisqu'on n'a que 45 minutes et je ne voudrais pas consacrer 40 minutes à l'impôt sur le revenu pour laisser uniquement 5 minutes pour l'IFI. Donc, le fichier JSON, c'est quoi? C'est le nom d'un format en fait de fichier, on va dire. C'est comme si c'était du TXT. Qu'est-ce que c'est? Quand vous allez aller avec vos codes à titre personnel sur impôts.gouv, ça j'ai fait les copies d'écran quand j'y suis allé en préparant avec mes codes, vous allez déclarer votre impôt sur le revenu, vous arrivez sur la première page et tout en bas à gauche, vous avez donc information, aide en ligne, tout ça, et vous allez trouver effectivement sur l'avant-dernière ligne quelque chose qui s'appelle déclaration par un tiers. Ben, ça tombe bien, l'expert comptable, a priori c'est un tiers. Et donc, en faisant un clic dessus, puis clic droit, enregistrer sous, ça va vous ouvrir une page navigateur Internet. Enfin, dans le clic, ça va vous ouvrir la page et vous allez voir effectivement plein de données, ben, votre nom, votre prénom, votre rémunération, enfin, toutes les données pré-remplies, déjà pré-remplies sur la déclaration. Et donc, pour peu que le client enregistre ce fichier, vous le transmettre, alors je ne rentrerai pas dans les règles RGPD, tout ça, ce n'est pas le sujet, et que votre logiciel est capable d'intégrer ce type de fichier, ben, vous l'intégrez dans votre logiciel et comme par magie, les données sont renseignées, donc ce qui permet de gagner, du temps. Alors, on va passer à la page suivante et on va voir si ça marche. Yes, super, parfait. Merci Frédéric. Donc, comme je l'ai indiqué au tout début, j'ai dit que je pointais uniquement les nouveautés de la déclaration, hein, parce qu'il y a des questions qui apparaissent où on pose
il y a certaines questions sur les revenus fonciers qui ne seront absolument pas traitées. Donc, les nouveautés de l'année, vous l'avez également vu en principe dans les journaux. Il y a les heures supplémentaires défiscalisées. Alors, ça existait déjà par le passé, mais le seuil a été revu. Il y a les pourboires. Alors, je l'ai remis pour le fun parce que nous, à titre on fait un peu plus de 200 au sein du cabinet, un peu plus de 200 déclarations par an. On n'a jamais eu à déclarer des pourboires parce que, alors pourquoi? Parce que on fait les déclarations des chefs d'entreprise et pas forcément des salariés des chefs d'entreprise. Donc, pourboire, PEPA, PPV. Pourquoi on en parle? Et alors que ces sommes sont exonérées, il faut les porter sur la déclaration de revenus. C'est un truc tout simple, c'est que ces sommes exonérées rentrent dans le revenu fiscal de référence. Et revenu fiscal de référence qui sert, par exemple, pour certaines aides ou pour certaines exonérations. Donc, il faut quand même les porter quand bien même ces sommes ne sont pas exonérées. Donc, petit focus sur les heures supplémentaires. De tête, l'an passé, on était à 5 000 € de seuil. Désormais, on est passé à 7 500. Et ce qui est à noter, parce que ça, c'est les petits pièges, qu'on soit à temps partiel ou qu'on ait une activité en cours d'année, le seuil, il est à 7 500. Donc, quelqu'un qui est à mi-temps, il a le droit à un seuil à 7 500, autant que quelqu'un qui est à temps plein. Donc là, on ne découpe pas effectivement les choses. Je ne reviens pas sur les pourboires, je vous ai juste remis effectivement les règles, parce que je ne sais pas si vous serez confrontés. Et on revient sur la PEPA et la PPV, parce que la PEPA, on l'a oublié, puisque une actualité en chasse une nouvelle. La PPV est arrivée au mois de juillet 2022, sauf que la PEPA, c'était possible de la percevoir jusqu'au 31 mars 2022. Donc, il est possible que des personnes aient perçu de la PEPA et également de la PPV, que les seuils d'exonération n'étaient pas forcément les mêmes, mais que, in fine, on se retrouve avec une exonération possible jusqu'à 6 000 € dans certains cas de figure. Donc, sur la déclaration de revenus, pour pouvoir bénéficier de cette limite de 6 000 €, il y a une case spécifique assignée. Et lorsqu'on cumule de la PEPA et de la PPV, on arrive avec un plafond de 6 000 €. Un petit geste. Voilà. Alors, ça, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est une peau de banane qu'on a tous les ans. Au niveau des revenus de capitaux mobiliers, il y a la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors, je vous la refais, quand je vous dis il y a possibilité d'opter, ça veut dire que juridiquement, j'allais dire nativement, mais c'est difficile que ça naisse, mais nativement, les revenus de capitaux mobiliers sont imposés au PFU. Alors, je ne vous refais pas le match avec la 2777, la 2561, tout ça, c'est en amont. Mais effectivement, si on ne fait rien sur la déclaration de revenus, ces revenus-là, RCM, mais également plus-value, sont imposés selon le régime du prélèvement forfaitaire unique. Cependant, le législateur, dans son immense mansuétude, et dans son histoire de complexifier un petit peu tout ça, a prévu la possibilité d'opter pour le barème progressif. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans les basses tranches de l'impôt sur le revenu, 0%, 11%, et ces basses tranches, le taux d'imposition est inférieur au 12,8 d'impôt lié au prélèvement forfaitaire unique. Donc, on peut avoir des cas de figure où, effectivement, il est plus intéressant pour le contribuable d'opter au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cependant, cette option, elle est globale. Donc, elle concerne à la fois les revenus de capitaux mobiliers, mais également les plus-values. Donc, avant d'opter, il faut s'amuser à faire le calcul. Alors, là, je vous ai dit, ne faites pas en EFI, faites en EDI. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'en EFI, vous avez un message, le logiciel des impôts, enfin, le site vous indique effectivement si vous avez intérêt à opter ou pas pour le barème progressif de l'impôt. Au niveau les logiciels, j'ai mis ça dépend des logiciels pour en connaître quelques-uns. Certains font un calcul automatique. Et d'autres ne le font pas. Donc, ceux qui ne font pas le calcul automatique, il faut avoir le nez creux
dans certains cas de figure, et puis de se dire, bah, tiens, si j'ai un taux moyen ou une tranche marginale d'imposition à 11%, logiquement, le barème progressif pourrait être plus intéressant. Donc, enfin, tout ça, c'est à calculer. Voilà, et après, je vous ai remis, enfin, dès lors qu'on opte pour le barème progressif, ben, les charges sont déductibles, on a l'abattement de 40% sur les dividendes, mais ça permet également en matière de plus-value, où il y a des régimes particuliers, de bénéficier des abattements pour durée de détention allant jusqu'à 85%. Voilà un petit point à faire attention. Alors, autre point qui est tout nouveau, parce que mine de rien, il y a de plus en plus de clients qui sont concernés, c'est les plus-values sur cession d'actifs numériques. Alors, vous avez dû entendre parler des bitcoins. Alors, c'est une monnaie, mais il y en a d'autres, des monnaies, des tokens, enfin, ce genre de choses. Et on a de plus en plus de clients qui peuvent avoir investi, effectivement, sur des actifs numériques. Donc, le régime fiscal en matière de cession d'actifs numériques, donc on est sur des plus-values. On a un formulaire spécifique à renseigner qui est le formulaire 2086. On se retrouve, je l'ai dissocié, mais enfin, on est sur du PFU et il n'y a pas la possibilité d'opter pour le barème progressif. Ça sera possible à compter de l'impôt sur les revenus 2023. Autre point de vigilance, si le montant des cessions est anecdotique, donc inférieur à 305 €, il y a une exonération des plus-values. Autre point, on peut aussi faire des moins-values, puisque effectivement, ce sont des actifs qui sont extrêmement volatiles. Hein. Souvent, on en parle au niveau des informations. On vous a dit, tiens, Elon Musk, il a parlé de telle monnaie virtuelle, et puis c'est magique. Ou alors, il a mis dans son Twitter la tête d'un chien, et derrière, ça a fait envoler la monnaie. Mais on peut se retrouver donc acheter au plus haut et puis vendre au plus bas. Et donc, on peut avoir des moins-values. Ces moins-values ne sont pas reportables sur des plus-values sur cession de titres classiques. Elles sont juste imputables sur les plus-values de cession d'actifs numériques. Et on a aussi le cas de figure où vous avez des échanges entre monnaies. C'est-à-dire que j'avais des bitcoins et je les échange contre des Ethers ou ce genre de choses. Et donc, les échanges, en fait, on se retrouve dans un cadre de sursis d'imposition. Voilà, donc, toujours pareil, pas besoin d'apprendre ça par cœur. C'est si un jour vous avez des sessions d'actifs numériques, si les clients vous en parlent, il faut avoir le tilt et puis aller vérifier dans la documentation à ce moment-là comment ça se pratique. Alors j'ai une question en même temps. Je vois pour les RCM, le choix de l'option barème progressif est-elle définitive? Non, c'est une option qui se fait année par année. Et de tête, lorsqu'on le fait en EFI, une fois qu'on a coché une année, c'est reporté l'année suivante. Mais c'est vraiment une option annuelle. Je ne vois pas l'accès au fichier JSON quand je suis connecté à mon accès impôt.gouv. Je déclare mon impôt, c'est sur la première page de tête quand on va sur impôt.gouv et c'est tout en bas à gauche. C'est la page d'accueil. Je ne peux pas en dire plus, je ne vais pas me connecter avec mon espace pour montrer, mais c'est accessible et les clients nous transmettent ça depuis des années, depuis quelques années. Petit focus sur le plan d'épargne retraite. Donc, le plan d'épargne retraite a remplacé de tête, c'était en octobre 2020, les lois Madelin retraite, pour faire simple. Et on a un changement dans le mode de fonctionnement au niveau de la déductibilité des plans d'épargne retraite. Donc là, je fais un rappel, c'est pas une nouveauté, mais c'est un rappel parce que c'est quand même relativement complexe et puis on en voit de plus en plus. Historiquement, quand on était en loi Madelin retraite, qu'est-ce qui se passait? Le client versait, on avait une attestation Madelin, on était content, on passait ça dans le BIC, BNC, BA, et puis tout allait bien. Désormais, le client il va verser, j'ai n'importe quoi, 50 000 € sur un PER. Là, je prends l'exemple d'un client hier, il a versé 50 000 €. Il a versé 50 000 €, il lui est loisible au niveau des textes de déduire dans l'enveloppe dite Madelin, 154 bis, donc s'il est en BA, BIC, BNC, en le passant dans les comptes et donc en charge, ce qui implique qu'il y ait une écriture comptable qui soit passée, puisque si l'écriture n'est pas passée, ça n'est pas déductible, c'est un petit point de détail, mais ça a son importance, et où sur l'enveloppe dite Fillon, donc l'enveloppe article 163 quater viciès. Et donc, je vous ai remis un bout du texte. Qu'est-ce qu'il dit? Le bout du texte, il dit que sont déductibles du revenu net global, donc c'est l'enveloppe Fillon,
les sommes qui ne sont pas déduites en application de l'article 154 bis. Donc ça, c'est Madelin classique, et 154 bis-0A, c'est la Madelin pour les agriculteurs, pour les BA, pardon. Donc tout ça pour dire que faites attention à ce point-là, parce que ça peut arriver que le client il est versé sur le PER avec son compte personnel et qu'on ne le voit pas passer dans les comptes de l'entreprise. Et donc ça veut dire que si on veut le déduire au niveau Madelin, c'est pas ok, je laisse ma liasse telle qu'elle est et puis je déduis ça au niveau du revenu BIC, BA, BNC. Si je veux déduire dans ce cas du revenu professionnel, il y a peut-être une liasse fiscale rectificative à faire pour que on n'ait pas de souci dans les 2-3 ans si jamais il y a un contrôle. Et sur les sommes qui ne sont pas déduites en Madelin, pourquoi? Parce qu'on a fait le choix. Alors, pas déduites totalement en Madelin parce qu'on a dépassé les limites Madelin ou parce qu'on décide d'en déduire également en Fillon parce qu'on a intérêt à le déduire, enfin peu importe, ces sommes-là donc, sont à déduire, à mettre dans les cases qui vont bien, si CNS, CNT de la déclaration de revenus. Sachant que normalement, ça ne doit pas avoir bougé depuis l'an passé, c'est que les assureurs et les banquiers, ils envoient via la 2561 les sommes qui ont été versées sur les PER et elles sont le montant intégral. Dans mon exemple, 50 000 euros, je dois le retrouver sur la déclaration de revenus de mon client. Donc, je l'ai déduit sur son BNC, je ne vais pas le déduire aussi en Fillon. Donc, faites attention parce que ça remonte via le fichier JSON ou directement sur IFI, sur impôt.gouv. Donc, faites attention effectivement à ce point-là pour éviter d'avoir un petit souci et d'avoir une double déduction. Voilà, le PER c'est fait. Alors, activité bénévole, donc ça c'est une nouveauté. Lorsque vous avez des bénévoles, des clients qui font du bénévolat, ça peut leur arriver d'utiliser leur véhicule personnel pour l'association et ils font le choix, plutôt que de se faire rembourser les kilomètres par l'association, de les abandonner, de les offrir. Et donc ça c'est un texte historique, on avait la possibilité de déduire ces sommes pour bénéficier d'un crédit ou d'une réduction d'impôt, je sais plus, mais peu importe. Et donc là, le barème a évolué puisque c'est plus un barème spécifique, c'est le barème kilométrique qui est paru il y a 2 semaines et qui a été dévoilé en primeur par ECF il y a 2 semaines, qui est utilisable. Voilà, alors je vais répondre un petit peu, je vois des questions sur le PER, je pense que ça a intéressé, mais ça sera peut-être un sujet d'un futur club fiscal, café fiscal, le PER. Le PER, donc on peut le déduire au choix, c'est la personne qui verse, il peut le déduire à titre pro et ou à titre perso. Voilà, les textes sont ainsi faits. Alors, lorsqu'on est TNS, s'entend, si on précise bien, mais lorsqu'on est TNS, on peut le déduire à titre pro et ou à titre perso. Après, c'est un choix qui est fait. Alors, concernant les salariés à domicile, donc, nouveauté, c'est que désormais, vous avez 13 cases, je crois, qui ont été ajoutées, dans lesquelles il va falloir indiquer effectivement la dépense, la nature de la dépense. Alors, pour ceux d'entre vous qui utilisent le CESU, vous avez dû remarquer quand vous déclariez votre personnel de maison, il vous demandait depuis quelques mois, voire depuis début 2022, quel est le type de prestation qui est réalisé. Donc ça, c'était indiqué. Et en procédure EDI, donc je n'ai pas encore fait le test, mais logiquement, ça doit être bloquant, c'est que le nom du bénéficiaire de la somme doit être mentionné. Donc, moi, ce que je lis, c'est le nom du bénéficiaire. Dans les logiciels, souvent, on met nom, prénom, adresse, tout ça. A priori, je pense qu'avec juste le nom, ça devrait gazer parce qu'on n'a pas forcément l'adresse. Et puis, un petit rappel, ça c'est la nouveauté aussi, c'était mis en place en février ou en mars 2022. Pour les utilisateurs du CESU, il y a le CESU 10+, c'est-à-dire que plutôt que d'attendre que l'État d'attendre le crédit d'impôt de l'État un an après, alors sachant qu'il y a l'avance du 15 janvier, le crédit d'impôt est directement imputé sur les sommes prélevées par le CESU+,
sauf que cette info, il faut qu'elle remonte, donc elle remonte automatiquement dans une case 7HB, puisque le CESU transmet l'information à l'impôt aux impôts. Pourquoi? Parce que ça va servir bien évidemment dans le calcul du solde de l'impôt. Voilà. Donc ça, c'est des choses techniques. Donc si vous utilisez un logiciel d'impôt sur le revenu, si vous voulez que votre calcul que vous fournissez éventuellement au client soit juste, il faudra penser à remonter cette info pour que le calcul soit juste ou pas faux. Voilà. OK. Alors, ça, c'est le slide à 1 500 €, voire plus. Déclaration des comptes à l'étranger. Alors, je l'ai mis également, mais ce n'est pas une nouveauté. C'est absolument pas une nouveauté. Ça fait des années que ça existe. Et donc, les contribuables ont l'obligation de déclarer les comptes bancaires, les assurances vie, contrats de capitalisation, mais également les comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clôturés en 2022, mais c'était la même règle en 2021, à l'étranger par un membre du foyer fiscal. Donc ça, effectivement, c'est purement déclaratif. On ne vous demande pas d'indiquer quel est le montant il y a sur le compte. C'est juste indiquer, voilà, j'ai un compte, le numéro de compte, il est à tel nom. Et donc, comme on peut avoir des clients qui ont des enfants qui ont fait des études à l'étranger, ou alors, on prend souvent cet exemple-là, des personnes d'origine portugaise, qui ont toujours vécu au Portugal, mais la grand-mère était toujours au Portugal, et puis elle a ouvert un compte au nom du petit-fils, de la petite-fille au Portugal. Ce compte-là, il est à déclarer. Et effectivement, la sanction, ça cogne, puisqu'on est à 1 500 € par compte ou contrat non déclaré. Alors, on passe à 10 000 € si on est dans des états un petit peu particuliers. Et donc, nous, ce qu'on fait au sein du cabinet, au niveau des clients, on leur demande toujours s'ils ont des comptes à l'étranger. Alors, on n'est pas là pour faire la police des mœurs et aller vérifier, ce n'est pas notre rôle. Mais par contre, dans le courrier d'envoi de la déclaration, enfin, le compte-rendu qu'on leur fait, on met toujours effectivement qu'on a bien noté qu'ils n'avaient pas de compte à l'étranger à déclarer, parce que je me méfie effectivement le jour où le coup part mal, si jamais le client il assumera peut-être pas forcément, et puis il nous dira non, je vous l'ai indiqué, ou vous ne m'avez jamais demandé, et puis voilà, qui doit payer les 1 500. Donc pour éviter ce genre de choses, on a un petit texte, c'est pas mal, enfin ça nous semble pas mal, parce que pour 1 500 €, ça vaut le coup d'avoir un texte automatique qui s'affiche. Voilà, il est 13h57. À 2 minutes près, je suis dans le timing, Frédéric. Tu as été parfait. Eh bien, on va continuer avec l'IFI, et donc commencer tout de suite avec qui est redevable de l'IFI. Eh bien, on est redevable de l'IFI lorsque le patrimoine immobilier est supérieur à 1 300 000 € au 1er janvier 2023. Qui sont les contribuables qui sont concernés? Donc là, la déclaration va reprendre l'ensemble des biens immobiliers qui sont détenus par toutes les personnes composant le foyer fiscal. Donc, ça inclut bien évidemment les époux, mais également les enfants à charge. Et donc, le foyer fiscal peut être soit composé d'une personne seule, qui pourrait être donc célibataire, ou bien veuve, divorcée, ou bien séparée. Ou deuxième cas, nous avons deux personnes qui vivent en couple, donc qui sont mariées ou pacsées, ou bien en concubinage notoire. À noter ce point que les enfants mineurs dont vous avez l'administration légale, s'ils sont propriétaires de biens immobiliers, eh bien ces biens immobiliers sont également à déclarer sur la déclaration d'IFI, donc du foyer fiscal. Si jamais les parents sont divorcés ou séparés, mais que par contre ils ont l'autorité parentale en commun, eh bien ils pourront à ce moment-là déclarer 50% de la valeur des biens immobiliers qui appartiennent aux enfants mineurs dont ils ont l'autorité parentale. Par contre, pour les enfants majeurs, ceux-ci ne rentrent pas dans la déclaration, c'est-à-dire que les biens immobiliers appartenant aux enfants majeurs n'entrent pas dans le patrimoine imposable, y compris lorsque l'enfant majeur a demandé son rattachement pour l'impôt sur le revenu dans la déclaration fiscale de ses parents. Les couples mariés donc, forment, comme on l'a dit, un foyer fiscal, donc une imposition commune sur l'ensemble de leurs biens propres et de leurs biens communs.
et ce, quel que soit le régime matrimonial, sauf deux petites exceptions que je vous ai notées dessous, s'ils sont mariés sous le régime de séparation de biens et qu'ils vivent séparément. Comme dirait mon ami Jean-Pierre Cosset, on se demande pourquoi ils sont mariés. Ou bien si, lorsque les épouses sont malheureusement en instance de séparation de corps ou de divorce, et qu'à ce moment-là, ils sont autorisés à faire une déclaration séparée de leurs biens immobiliers propres. Ensuite, comment déclarer l'IFI? Eh bien, l'IFI, ça arrive avec les beaux jours, avec le printemps, c'est-à-dire que c'est en ce moment avec la déclaration d'impôt, puisque la déclaration d'IFI doit être faite en même temps et dans les mêmes délais que la déclaration d'impôt. Donc, les délais que vous a évoqués Emmanuel tout à l'heure sont les mêmes, puisque c'est sur la déclaration 2042 qu'il faudra également déclarer l'IFI. Alors, avec un imprimé particulier, qui est l'IFI, la 2042 IFI, et dans l'hypothèse où vous n'auriez pas de revenus à déclarer, eh bien, il y aurait la 2042 IFI plus la 2042 IFI COV qui permettrait à ce moment-là de vous identifier. On part sur l'origine du patrimoine, donc considérant que vous êtes domicilié en France, donc l'imposition va concerner l'ensemble de vos biens et droits immobiliers, donc y compris des parts ou actions de sociétés immobilières que vous avez en France et que vous détenez à l'étranger. Alors, une petite particularité que je n'ai pas mentionnée sur le support, c'est que si vous aviez votre domicile fiscal à l'étranger au cours des 5 dernières années, vous n'avez qu'à déclarer les biens que vous détenez en France et cette situation vaut pour les 5 années suivantes. Pour le patrimoine immobilier à déclarer, donc on l'a dit, c'est l'immobilier, donc tous les biens immobiliers bâtis à usage personnel ou à location, donc on va y retrouver bien évidemment les maisons, appartements, ainsi que leurs dépendances, garages, caves, les bâtiments classés en tant que monuments historiques, les biens immobiliers qui sont en cours de construction au 1er janvier 2023, les biens immobiliers non bâtis, donc là on parle essentiellement des terrains à bâtir, voire de terres agricoles, et également les biens immobiliers ou fractions de biens immobiliers qui sont représentés par des parts de sociétés immobilières. On le verra tout à l'heure, les droits immobiliers aussi sont ou non à déclarer, donc on parlera de l'usufruit, du droit d'usage ou d'habitation. Quelle est la valeur à déclarer? La valeur à déclarer, c'est la valeur vénale des biens au 1er janvier 2023. Et enfin, voilà, pour cette année, mais en tout cas au 1er janvier de chaque année pour l'IFI d'une manière générale. On rappelle également que dans les biens immobiliers, vous avez votre résidence principale, que celle-ci, elle est taxée, mais elle bénéficie d'un abattement forfaitaire de 30% sur sa valeur vénale, à condition de ne pas la détenir par le biais d'une SCI de gestion. Dans ce cas-là, il n'y a pas l'abattement des 30%. Si vous avez besoin d'évaluer votre bien, vous pouvez vous connecter donc sur le site impôt.gouv et voir sur le service en ligne Patrim la possibilité d'estimer votre bien. Vous pouvez d'ailleurs consulter les ventes qui ont lieu dans le secteur dans lequel vous habitez, puisque toutes les ventes, vous le savez, sont publiées. Et donc, la plus belle base de données de valeur vénale immobilière, c'est l'administration fiscale qui l'a, puisqu'elles sont toutes publiées. Et donc, vous pouvez les consulter. J'attire votre attention aussi que lorsque vous vous connectez sur votre site et que vous consultez, il y a donc une trace comme quoi vous êtes bien évidemment connecté et que donc vous avez consulté les valeurs qui sont éventuellement celles que vous pourriez retenir pour votre propre bien immobilier. En cas de détention d'un immobilier donc direct, c'est ce qu'on vient de voir, c'est comme les règles qu'il y avait avant pour l'ISF. Et par contre, lorsqu'on est dans le cadre de biens détenus à travers une société, eh bien là, on ne va retenir que la valeur des titres en appliquant un coefficient immobilier. Voilà. Donc, imaginez que vous ayez donc des parts de société, que cette part de société est un immobilier, cet immobilier, on le verra tout à l'heure, ne servant pas à l'activité professionnelle, donc à l'activité principale, donc on est dans du patrimonial. Vous devez d'abord voir quelle est la valeur de ce bien et éventuellement donc revaloriser le bien à l'actif de votre bilan. Ensuite, calculer donc la valeur des titres, donc la situation nette de votre société. Et ensuite, vous appliquez un coefficient d'immobilier qui va être valeur de l'immobilier sur total de l'actif que vous avez. Et dans ce cas-là, vous aurez la quote-part
de l'immobilier inclus dans la valeur des titres que vous aurez à déclarer. Et ensuite, donc là, c'est pour 100% de la société. Si vous détenez 25% de la société, vous prendrez 25% de ce calcul que vous venez de réaliser. Alors, la petite difficulté, alors ce n'est pas une difficulté, mais il faut être extrêmement méthodique, c'est lorsque nous avons des sociétés qui détiennent des parts dans une autre société, qui elles-mêmes détiennent des parts dans une autre société, et que chacune d'entre elles, ou certaines d'entre elles, ont des biens immobiliers. Donc, bien évidemment, il faut faire le travail que je vous ai évoqué juste avant, et bien sur chacune des sociétés, en commençant bien évidemment par celle qui est au plus bas de la chaîne, et que vous remontiez au fur et à mesure, puisque vous allez devoir revaloriser d'abord la société et son actif immobilier. Donc, ça va revaloriser les titres de cette société. Du coup, ça va revaloriser la participation que vous avez dans la société qui est au-dessus, qui elle-même pourrait aussi avoir un bien immobilier, etc. Donc, pour les amateurs d'Excel, il y a de quoi s'amuser un petit peu, puisqu'il faut faire un calcul extrêmement méthodique. Pas difficile, mais méthodique. Ensuite, quels sont les biens qui sont exonérés? Alors, sont exonérés les biens professionnels, c'est-à-dire ceux qui sont nécessaires à l'exercice de la profession et qui constituent l'activité principale du contribuable ou bien du conjoint, voire des enfants mineurs. Et dans ce cas-là, le bien n'est pas déclaré. J'ai précisé, puisqu'on en a souvent dans nos cabinets, que la location meublée professionnelle ouvre droit à l'exonération. Sont exclues également les participations de moins de 10% que vous avez dans une société opérationnelle, donc société opérationnelle qui peut être une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, voire une société holding animatrice. Exclusion également de l'immobilier qui est affecté à l'exploitation de la société qui le détient. Exclusion de l'immobilier affecté à l'exploitation d'une société du groupe. Exclusion, mais uniquement à hauteur de 75% de leur valeur, des bois et forêts. Donc, ce sont des fois des placements qui sont faits dans le cadre de gestion patrimoniale. Donc, 75% de ce placement est exonéré de l'IFI. Et puis, nous avons également les biens ruraux donnés en bail à long terme ou bail cessible et les parts de groupement de foncier agricole, donc les GFA, qui sont exonérés selon le cas entre 75% ou 50%. Bien évidemment, les logements loués meublés sous le régime du loueur en meublé professionnel sont exonérés, puisque nous avons vu que cette activité pouvait être considérée comme professionnelle et que par conséquent, elle était exo. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait également les droits immobiliers qui pouvaient être à déclarer ou pas. Donc, dans ces droits immobiliers, nous avons l'usufruit. Donc, l'usufruit, je vous le rappelle, c'est le fait de pouvoir donc, bénéficier des revenus du bien, mais de ne pas pouvoir disposer du bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de le céder, ou à défaut, il faut l'accord nu propriétaire et usufruitier pour pouvoir faire une vente. Donc, le nu propriétaire pourrait vendre, mais il faudrait qu'il ait l'accord d'usufruitier. Dans ce cas-là, c'est l'usufruité qui doit déclarer la valeur du bien immobilier dans sa déclaration d'IFI et non pas le du propriétaire. Toutefois, c'est ce que je vous ai précisé juste après, la loi a prévu une imposition éventuellement répartie entre nus propriétaires et usufruitiers, et c'est notamment lorsque l'usufruit résulte d'un usufruit légal au conjoint survivant. Dans ce cas-là, il y a une répartition de l'usufruit qui doit être faite, de la valeur de l'immobilier qui doit être déclarée entre l'usufruitier et le nu propriétaire, et ça se fait sur un barème fiscal et qui dépend de l'âge de l'usufruitier. Le droit d'usage ou d'habitation, il doit être déclaré. Le droit du preneur à bail à construction, il doit être déclaré. La nue propriété d'un bien immobilier, eh bien, c'est le corollaire de ce qu'on a vu à l'instant, il ne doit pas être déclaré, sauf dans le cas où il y aurait la répartition que je vous ai évoquée tout à l'heure. Et le droit temporaire au logement dont pourrait bénéficier le conjoint survivant donc sous certaines conditions n'a pas à être déclaré non plus. Pour les éléments de déplacement et liquidité dans l'immobilier, donc là, comme on l'évoquait tout à l'heure pour les sociétés, c'est la quote-part de l'immobilier qui va devoir être déclarée. Donc, sur cette quote-part que nous pouvons détenir, donc des parts ou d'actions de sociétés ou organismes qui détiennent de l'immobilier en France,
sauf là aussi, comme on l'a dit précédemment, si vous avez une détention de moins de 10% au capital de cette société. Ou bien si le bien immobilier qui est à l'intérieur de la société est un bien qui sert à l'activité professionnelle. Le cas qu'on rencontre très fréquemment, ce sont les contrats d'assurance vie que nous avons dans nos cabinets. Et là, vous devez avoir l'information par la compagnie d'assurance qui va pouvoir vous indiquer quelle est la quote-part immobilière des unités de compte qui sont sur le contrat d'assurance vie et qui sont déclarables et à déclarer à l'IFI également. On a donc un certain nombre de choses qui sont à déclarer et qui sont donc imposables. De notre côté, il y a la possibilité de déduire de cet actif immobilier des dettes immobilières. Et pour qu'elles puissent être déductibles, il faut qu'elles répondent aux 3 critères ci-dessous. C'est-à-dire qu'elles doivent exister au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc, exemple, la taxe foncière est une taxe qui est donc dès le début de l'année 2023 en l'occurrence. Donc, vous ne la connaissez pas encore, donc s'il faut prendre la taxe foncière 2022, la majorer légèrement, et c'est une dette qui était donc déductible. Il faut ensuite que cette dette soit à la charge personnelle d'un membre du foyer fiscal, au sens de l'IFI, et qu'elle soit donc supportée par lui. Et bien évidemment, il faut que cette dette elle soit afférente à un actif qui soit imposable. Alors, à titre comme ça d'exemple, les dettes donc, qui pourraient être retenues comme déductibles sont des dettes qui ont servi à l'acquisition de biens ou de droits immobiliers imposables, donc essentiellement les emprunts immobiliers. On rappelle cependant que l'emprunt auprès d'un conjoint n'est pas déductible. On rappelle également que les emprunts sous forme d'in fine vont être déductibles, mais il faudra les retraiter et recalculer l'emprunt sur un mode classique, c'est-à-dire avec amortissement et intérêt, et ne pourront être déductibles que le capital restant dû, mais selon un calcul non pas in fine, mais comme un crédit amortissable. Donc attention, petit piège dans les emprunts immobiliers. Les dettes qui ont servi à faire des travaux d'amélioration, de construction, de reconstruction, d'agrandissement, en fait, qui ont entraîné une augmentation de la valeur patrimoniale du bien. Les dettes qui ont servi à l'acquisition de parts ou d'actions, mais uniquement pour la quote-part de ces biens inhérents à la partie immobilière. Les dettes liées aux travaux d'entretien dus par le propriétaire ou payées par le propriétaire pour le compte du locataire et dont il n'a pas pu obtenir le remboursement au 31 décembre de l'année de départ du locataire. Enfin, le paiement des impôts dus par les personnes concernées, donc je vous disais, la taxe foncière, mais également les droits de succession sont déductibles. Alors, petite question, Frédéric, la taxe foncière sur la résidence principale déductible à 100% ou à 70% puisqu'il y a un abattement pour la résidence principale? Elle est déductible à 100%. Voilà, donc comme ça, tu as répondu à la question du spectateur anonyme. Oui, parce que j'ai un peu de mal à passer les diapos, à regarder. Oui, et à suivre, c'est compliqué. Voilà, donc, je te remercie de cette aide. Voilà. Alors, on a dit donc au niveau des impositions, donc la taxe foncière est déductible. Par contre, l'impôt sur le revenu, voire l'impôt sur les revenus fonciers, n'est pas déductible de l'IFI. Et par ailleurs, si nous avons dit qu'il y avait 3 conditions qui devaient être remplies pour pouvoir être déductibles, nous avons des exceptions. Alors, elles touchent les contribuables qui ont des patrimoines élevés, puisque lorsque le patrimoine immobilier est supérieur à 5 millions d'euros et que les dettes représentent les dettes qui pourraient être déductibles représentent plus de 60% de la valeur de cet immobilier, alors il y a uniquement l'excédent de ces dettes qui pourrait être déductible qu'à hauteur de 50%. Alors, elles pourront être déductibles pour jusqu'à 60% et l'excédent uniquement 50% de l'écart. Et puis, bien évidemment, les dettes qui se rapportent à des biens qui sont totalement exonérés, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ne peuvent pas être déduites puisque le bien lui-même n'est pas imposable.
Maintenant, la douloureuse. Alors, la douloureuse, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a un barème, que ce barème, il démarre lorsque nous avons 1,3 million de patrimoine, mais le barème démarre plus tôt, c'est-à-dire qu'il démarre à 800 000 euros. Donc, à partir du moment où j'ai moins d'1,3 million de patrimoine immobilier, je ne suis pas redevable de l'IFI. Mais si je suis à 1,3 million, le barème commence à une tranche à 800 000. Donc, la première tranche jusqu'à 800 000, c'est 0. Ensuite, de 800 000 à 1,3 million, c'est 0,50 donc de la différence. De 1,3 million à 2,5 millions, 0,70. Et vous voyez donc le barème qui va jusqu'à 1,5% donc pour les patrimoines qui sont supérieurs à 10 millions. Il y a une petite décote qui est possible lorsque votre patrimoine est compris entre 1,3 million et 1,4 million d'euros. Et dans ce cas-là, la décote, et c'est un calcul que je vous ai inscrit, qui est de 17 500 euros moins 1,25% de la valeur nette taxable de votre patrimoine. Et puis, possibilité également d'avoir une réduction d'IFI dans l'hypothèse où vous feriez un don à un organisme d'intérêt général. Et dans ce cas-là, le don donne droit à une exonération de 75% du montant qui aura été versé. Enfin, il y a également pour les contribuables qui ont des patrimoines importants la possibilité de se trouver dans le mécanisme du plafonnement. Donc là aussi, rien de nouveau, ça existait déjà, mais je vous le rappelle, donc on prend les revenus de l'année N, donc 2022, auquel on rajoute l'IFI, donc 2023, puisque je vous rappelle que l'IFI, c'est au 1er janvier 2023, et la somme de tout cela ne doit pas dépasser 75% des revenus 2022. Dans l'hypothèse où ça les dépasserait, eh bien, l'excédent, en l'occurrence d'hier, serait déduit de l'IFI. Voilà, je pense avoir tenu mon timing également comme Emmanuel. Parfaitement, c'est du Je veille au grain. Frédéric. Je vais en profiter parce que j'ai oublié, parce qu'il va nous rester un dernier slide. Tiens, tu vas pouvoir le mettre pour parler du prochain café fiscal qui aura lieu le mardi 30 mai. Alors, je ne l'ai pas sur le slide. Tu ne l'as pas, donc c'est le mardi 30 mai puisque nos cafés fiscaux sont actés pour être tous les derniers mardis de chaque mois à 13h30. Pourquoi 13h30? Alors, on peut boire du café après le repas, mais ça permet que nos amis, notamment des Antilles, puissent participer parce qu'avec un décalage de 5 ou 6 heures, quand on fait un café fiscal à 6 heures, allez, à 9 heures du matin, vous voyez bien que ça fait un petit peu tôt pour les Antilles. Et d'autre part, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas la joie d'être adhérentes à ECF de penser à adhérer pour nous aider à poursuivre dans ce travail puisque le webinaire est gratuit. Et je salue également nos amis de la chapelle d'en face qui se sont également connectés puisque nos webinaires sont de qualité et animés avec talent. Ça fait du bien de s'envoyer des fleurs. Donc, et un point pour l'autosatisfaction. Oui, voilà, ça fait pas de mal parce que sinon on nous remercie pas, ou pas suffisamment. Donc voilà. Très bien. bien. Moi, je vais vous remercier, Frédéric et Emmanuel, pour cette intervention. Merci à tous nos participants. On vous enverra le support où il sera disponible dans la newsletter avec le replay. Merci à tous. On se retrouve du coup dans un mois pour un nouveau café fiscal qui sera animé par Damien Dreux cette fois-ci. On a hâte de vous retrouver pour que ce soit un café social, un café fiscal pour nos événements ECF. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci encore Frédéric et Emmanuel. À bientôt. Merci. Merci à tous. À bientôt.